Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus sur l'émission Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance sur TLR TV. Aujourd'hui, nous avons un invité, Monsieur Alphonse Maboussou. Monsieur Alphonse Maboussou est expert dans les affaires pétrolières. Il va nous entretenir sur le potentiel minier du Congo-Brazzaville et le paradoxe du sous-développement. Alors, sans plus tarder, bonjour Monsieur Alphonse Maboussou. Bonjour, monsieur Goma. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Alors, Monsieur Maboussou, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vous-même? Qui êtes-vous, Monsieur Maboussou? Je suis donc Alphonse Maboussou, informaticien formé à l'Institut africain d'informatique du Gabon en 1984. J'ai très tôt rejoint l'Office congolais d'informatique avant d'aller à la Banque internationale du Congo où j'ai développé les applications bancaires de cette banque. Puis, je suis allé à l'unité d'afforestation industrielle du Congo qui faisait le planting des eucalyptus autour de Pointe-Noire. J'ai développé donc des applications d'informatique de gestion pour cette société et aussi à l'hôpital Assissé où j'ai fait la facturation. Voilà. Ok. Et après j'ai dû rejoindre Schlumberger, Schlumberger, le numéro un mondial de la sous-traitance pétrolière, des services pétroliers, voilà, par voie de concours, où j'ai passé tout mon cursus géologique et pétrophysique, avant de me spécialiser dans les banques de données pétrolières, où j'ai été le pionnier donc, au niveau de Sonangol pour créer la banque de données de l'Angola, banque de données pétrolières de l'Angola. Très bien. J'ai presté aussi à la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. Donc, j'y ai installé la banque de données. J'ai fait la même chose à la Direction générale des hydrocarbures du Gabon, couplé avec la société pétroline de M. Dossou Aouaré. Nous avons travaillé à Genève pour donc l'ensemble des données du Gabon. Et après, j'ai fait quelques travaux pour la Société nationale des hydrocarbures de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Petrosi. Voilà. Par la suite, je suis retourné au Congo où j'ai réalisé le monitoring des tankers venant s'approvisionner à Ngeno pour le compte de Total. Et j'ai managé avec Intérim 2000 les travaux de finition de la plateforme de l'ICOUF de Moho-Nord, ensemble avec Total et Hyundai, où nous y avons placé 300 techniciens de très haut niveau congolais dans le cadre de la mise à disposition du personnel pour finaliser en fait et rendre opérationnelle cette plateforme in situ. Voilà, je suis marié, père de 5 enfants et je suis membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, en abrégé CRC, une plateforme de réflexion pour un devenir meilleur du peuple congolais. Le CRC regorge en son sein des Congolais, de tous horizons, des États-Unis, du Canada, de France, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, de l'Indonésie, de la Chine, de l'Inde, du Maroc, du Gabon, bref, de la diaspora, pour passer en revue 60 ans de désordre et proposer une ligne directrice avec son collège d'études et perspectives qui travaille sur 6 pôles que sont les nouvelles institutions démocratiques, l'éducation, la santé, l'économie, la défense et la sécurité, le numérique. Je vous ferai le résumé du projet de société du CRC qui sera visible sur le site web de sa plateforme. Voilà. Dites-nous, Monsieur Maboussou, avec l'expertise qui est la vôtre, que regorge le sous-sol de la République du Congo, que regorge son sous-sol en matière minière, bien évidemment. Comment est-ce que son potentiel est
exploité et aussi quels sont les principaux acteurs qui rentrent, n'est-ce pas, dans l'exploitation, n'est-ce pas, du sous-sol congolais. Georges Goma, merci pour votre question. Le Congo est béni de Dieu. On peut dire à l'image de la RDC que c'est un scandale géologique. Mais ces richesses ne profitent qu'à une caste de mafieux. Au Congo, il y a de l'eau. On peut s'organiser avec la RDC et fournir l'eau potable à toute l'Afrique et au-delà, à partir du fleuve Congo. Nous avons la terre, le soleil, les forêts sont vierges. Nous y avons le diamant, l'or, le coltan, la cassitérite, le uranium, le fer, la bauxite, le nickel, la potasse, le phosphate, les polymétaux, que sont le cuivre, le zinc, le plomb, l'étain, le nickel. Notre émission ne suffira pas pour étaler combien le Congo regorge des minéraux. Mais je peux vous citer pêle-mêle le gisement de polymétaux, de plomb, de zinc, de Mpassa, Mais, M. au sud-est de Maboussou, Lindoli, oui. oui, mais M. Maboussou, vous citez beaucoup de choses, là, c'est à faire pâlir, n'est-ce pas, certains pays de jalousie. Un petit pays comme le Congo-Brazzaville, avec tout ce que vous avez déjà cité, et je vois très bien, je vous vois venir, vous n'avez pas tout cité encore. Hein? Vous n'avez pas tout cité encore. Mais alors, est-ce que tout ce que vous venez de citer là, c'est mis en exploitation? Une partie est mise en exploitation naturellement, mais une autre ne l'est pas encore parce que il faut intensifier les travaux de recherche et trouver de bons partenaires prompts à pouvoir mener, comment dirais-je, des investigations à ce niveau et puis exploiter ces ressources, quoi. Mais je peux citer pêle-mêle les ressources des polymétaux de Mindouli et de Mpassa, le gisement de cuivre de Mindouli, le gisement de zinc et de plomb de Nzala Diangala, le gisement de cuivre de Mimbondi Nzala, le gisement de cuivre de Renéville qui se trouve dans le bassin de la Lukuni plutôt, un affluent du Niari et celui du Djoué, okay? Donc, qui est celui-là un affluent du fleuve Congo. Nous avons le gisement des métaux de base de Moubiri et du Tchukumba. Il y en a à foison partout. La potasse qui part de Titondi jusqu'à Kakamweka. Vous avez les gisements des polymétaux de la Bouenza à l'ouest de l'Outete, etc., jusqu'à Bokosongo. Donc, c'est disséminé dans toute la République. Je ne parle pas encore de la partie nord, où vous avez le fer de Nabeba, qui va rencontrer le mont Ivino, la rive du fleuve Ivino du côté du Gabon et tout. Donc, c'est disséminé partout. Il faille intensifier l'exploration et l'exploitation de ces gisements et utiliser à bon escient cet argent pour permettre aux Congolais d'y trouver pleinement leur compte. Mais là, j'ai envie de vous poser cette question toujours pour essayer dans cette architecture que vous nous brossez un peu sur la carte minière du Congo-Brazzaville. Vous n'avez pas encore parlé du pétrole, vous n'avez pas encore parlé du bois. Quand on essaie de voir un peu ce qui est exploité au Congo, on met beaucoup l'accent sur le pétrole, M. Maboussou. Tout à fait, on met beaucoup d'accent sur le pétrole. Le bois, d'ailleurs, on l'a oublié depuis 1972. On avait commencé par le bois et l'agriculture, d'ailleurs. Mais depuis que nous avions découvert le pétrole, le Congolais est devenu paresseux. Vous vous rappelez qu'il fut un slogan de cette époque-là où on disait « Yaka noki noki, tikenayo ekofutama ». Ça veut dire qu'il y avait de la place dans la fonction publique. Les gens arrivaient, ils étaient récupérés à la Tiémé et immédiatement placés à la fonction publique parce que n'oubliez pas qu'à cette époque-là, il y avait le parti dirigeait l'État. Donc, il y avait la trilogie déterminante. Donc, le parti, le syndicat et la direction générale. Monsieur Maboussou, le désordre du Congo est parti par là. Quand vous parlez le Yaka Noki Noki, certainement que les Congolais vous comprendront très très bien, mais vous comprenez que cette émission ne s'adresse pas seulement au Congo. Essayez de nous expliquer, c'est quoi ce principe de Yaka Noki Noki là? Est-ce que ça, quel sens ça a pour comprendre les choses? C'est le patronage par le truchement des affinités ethniques au détriment de la méritocratie. Et cela a plongé le Congo dans la médiocrité la plus hideuse que nous constatons de nos jours. Voilà quoi. Alors, si je vous comprends très bien que les responsables politiques au pouvoir à Brazzaville, sur la base de ces affinités ethniques,
faisaient venir, n'est-ce pas, des gens de leur village, disons les choses comme ça doit se dire, dans leur village, et des gens qui n'ont pas forcément une expertise donnée pour être à la direction, par exemple, de certaines entreprises ou à être à des postes bien déterminés. Est-ce que c'est cela qu'on va entendre? C'est bien cela. Je vais vous prendre l'exemple, enfin, à contrario de ce qui s'est fait par d'autres, qui était plutôt, qui est à saluer. Monsieur André Milongo est resté Premier ministre de la Transition, mais il n'a pas pris sa famille. Il n'a pas placé les membres de sa famille chez Total dans les différentes administrations de l'État. Il en est de même de M. Lissouba, que l'on disait même qu'il n'avait peut-être pas de parents autour de lui, en dehors de sa fille, qui était sa conseillère diplomatique, naturellement. Hein? Mais qui a-t-il placé qui soit membre de sa famille, comme ce que nous voyons, nous constatons aujourd'hui? C'est même aller au-delà du raisonnable. Voilà. Et si les gens avaient au moins la compétence, ça pouvait se comprendre. Mais allez leur faire les tests, vous comprendrez ce que ça veut dire. Mais quand vous le dites, c'est-à-dire un rapport comparatif par rapport au régime actuel qui cumule avec les 13 ans avant et la période post-guerre civile, et aujourd'hui, on va vers les 40 ans de gouvernance. Et c'est autour, est-ce qu'on est d'accord que c'est autour de ce type de gouvernance qu'on voit un peu cette médiocratie? Et tout à fait. Les Congolais le savent. Hein. Le fer de Mayoko est géré par qui? Par un certain monsieur Obambi Paul, qui n'a de référence qu'au Congo. À l'international, il est inconnu. Voilà. De toute façon, il avait sa propre société qu'on appelle Translo et SAPRO. On peut me dire ce que deviennent ces sociétés-là? Lui qui est président de la Chambre de commerce de Brazzaville à vie, en fait, et tant qu'il se rend aux affaires, il sera là. Voyez-vous? Vous prenez l'exemple de l'exploitation pétrolière, vous y trouverez des sociétés comme AOGC appartenant au conseiller spécial, au conseiller des hydrocarbures du chef de l'État, qui est aussi président directeur général d'une société privée de pétrole. Est-ce que c'est normal? Qui fait le juge, qui fait il est à la fois juge et parti. Vous prendrez Petro-Congo, qui semble être aussi une société affiliée au pouvoir. Vous prenez Petro-Quilou, Prest Oil, Ifourette, Continent, Orient Oil, Pepa Oil. La liste est longue. La liste est longue. Dites-moi aujourd'hui, y a-t-il une société des dignitaires du pouvoir qui seraient restés une vingtaine d'années, disons 23 ans, depuis qu'ils ont, ou 24 ans, depuis qu'ils sont aux affaires, après leur guerre, quelle société a prospéré? Et quel Congolais en a tiré profit? Voilà toutes les questions que l'on peut se poser. À vous entendre, vous êtes en train de dire ceci, à moi ce que je me trompe, vous me le direz, que la plupart des sociétés, des entreprises installées au Congo, on penserait à première vue que ce sont des entreprises congolaises. Mais ces entreprises n'ont de nom que cela. Au fond, ça appartient à des personnes, des individus qui sont affiliés au pouvoir quand on regarde un peu à la loupe. Et je me rappelle aussi, à l'époque aussi, on avait la compagnie aérienne. Et même sur le chemin de fer, à l'époque, je pense à Souhan, on disait aux gens que ça ne rentrait pas dans le trésor public, c'était la propriété des gens. Madame Sassou Nguesso, je peux me tromper également, était propriétaire d'un certain nombre d'actifs ou bien d'entreprises. Et on peut multiplier les exemples comme on le dit, comme vous le dites là, M. Maboussou. Tout à fait, les exemples sont en foison. Nous constatons simplement que le pays est en dérive. Il va falloir rectifier le tir pour que cette constitution qui a été taillée sur mesure à l'image de celui qui gère le Congo aujourd'hui, où il est stipulé que tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses ressources, des propres moyens d'existence tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Mais malheureusement, cet article 44 de la Constitution est quasiment en opposition avec un autre article, l'article 96, qui dit quoi? Que aucune poursuite pour des faits qualifiés
crime ou délit ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Voyez-vous, donc, tant qu'il est aux affaires, il est couvert par une certaine immunité, mais une fois qu'il n'y est plus, alors qu'il a fait des forfaitures, ben, écoutez, on ne peut pas, la Constitution ne nous y permettrait pas. Voyez-vous, le Congo, dans quel état ça se trouve? Je vous reprends au banc, M. Maboussou. Là, vous parlez, d'accord, de l'exploitation dans l'ensemble d'entreprises. Mais de l'autre côté, vous avez mentionné les textes qui existent. Bon, c'est une façon aussi de dire que finalement, les Congolais, le Congolais lambda, ne s'occupe pas de ces textes-là, ne participe pas à la vie civile au Congo-Brazzaville. Parce que dire des choses clairement dans des textes, et parmi les textes les plus fondamentaux, comme la Constitution, vous venez de le dire, et pratiquer complètement autre chose, et que les Congolais regardent faire des choses comme ça. Il y a des chambres, il y a un Sénat, il y a une Assemblée nationale, et les députés sont censés être élus par les populations. Ce serait quand même un espace approprié pour que les Congolais puissent demander des comptes à ceux qui les gouvernent, non? Les députés, les sénateurs sont motus, bouche cousue. Pour quelle raison? Ben, écoutez, l'épée de Damoclès est sur la tête de tous les Congolais, avec la sécurité. Voyez-vous? Avec la sécurité qui veille au grain. Donc, dès que vous levez votre tête, ben, on vous renvoie. Hein, voyez-vous? Donc, en la faveur du code minier congolais, il a été permis la congolisation de l'activité pétrolière. C'est-à-dire, on a ouvert une brèche aux Congolais pour qu'ils puissent intégrer les activités pétrolières. Mais qu'a-t-on constaté de cette disposition? Monsieur s'est affublé de sa famille, et uniquement de sa famille. Voyez-vous? Qui ont intégré donc le secteur pétrolier. Le Congo appartient-il à ces gens uniquement, pas à d'autres? Et on est là comme des ngembo, comme on dit chez nous, c'est-à-dire on assiste. Quoi. Des spectateurs. Des spectateurs. Hein? Non, il faut que ça cesse. Vous avez dit que vous êtes membre du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. J'appuie sur le mot Renaissance. Et que, nos auditeurs, nos téléinternautes ont vu quand même beaucoup de productions du CRC à travers plusieurs médias sur des médias sociaux. Est-ce que vous pensez que ce système ne peut être déboulonné que par finalement une prise de conscience populaire qui peut aboutir éventuellement à quelque chose? Parce que si le système, je vous entends parler, c'est comme si le système en fait des choses tranquillement, au su et vu de tout le monde, l'épée de Damoclès est là et ils sont rassurés de maintenir le pouvoir de cette manière-là. Donc on va rester longtemps dans cette situation parce que ceux qui sont au pouvoir semblent ne pas être décidés à aller un peu vers beaucoup plus de concorde. Le Congolais est mature et imprévisible. Okay. Bon, il y en a qui pensent que oui, le Congolais, dans une certaine forme de léthargie, voilà, il est cantonné à la prière, bon, il n'intervient pas au devenir de la cité, il ne réagit pas, mais le Congolais est imprévisible. Voilà. Nul ne sait l'élément déclencheur qui fera que la révolte arrive, voyez-vous? Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Aujourd'hui, les gens manquent d'argent pour se soigner. Il y a mort d'hommes systématique. Aujourd'hui, les veillées sont devenues légion. D'ailleurs, il y en a qui s'en réjouissent parce qu'il faut gérer la morgue et tout ce qui est l'arsenal funéraire qui accompagne cela. Voyez-vous? Donc, les gens ont investi pleinement, donc les fameux dignitaires, ils n'ont même pas pitié du Congolais qui souffre, mais ils ont investi à outrance dans le décès, voilà, dans tout ce qui est morgue, dans tout ce qui est lié à la mort, pour voilà, soutirer. En fait, vous êtes en train de dire que la mort devient une industrie au Congo-Brazzaville. Effectivement. Aujourd'hui, on se permet de faire des statistiques sur les décès. Combien de décès on va recevoir pour renflouer les caisses? Parce que c'est normal. Hein? Alors qu'on devait prévenir pour par la suite guérir. D'accord.
Ok, alors on va un pays avancer, normal. Monsieur Maboussou. Merci de tous ces éléments de clarification sur la situation minière au Congo-Brazzaville. Mais là, on a parlé un peu des opérateurs. Hein. On a parlé de ces opérateurs, mais on a plus entendu des opérateurs congolais. Mais sur la scène internationale, les entreprises étrangères qui opèrent au Congo-Brazzaville, c'est quoi? C'est quoi ces entreprises-là, Monsieur Maboussou? Les entreprises qui opèrent dans le secteur pétrolier au Congo-Brazzaville sont Total, qui est devenu Total Énergie aujourd'hui. Vous avez Eni, qui semble être en train de partir et remplacé par Lukoil. Et Nice, c'est italien, hein, il faut le C'est préciser. italien, voilà. Total, c'est une société française. Eni, c'est une société italienne. Et Chevron, qui est une société américaine, qui n'opère pas au Congo, mais qui a des participations dans certains permis. Voilà. Et puis, Et les nous avons. Américains n'y sont pas, Monsieur Maboussou? Non, 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 non. C'est Chevron qui y est. Du temps de l'Itsuba, c'est Esso qui devait arriver, mais malheureusement, bon, c'est ce qui lui avait coûté son départ, hein, de toutes les façons. Parce que je vais ouvrir une brèche. Cette société Esso qui s'appelle Exxon aux États-Unis et Esso Overseas, donc hors des États-Unis, avait mené une campagne sismique prospective pour le compte de la République du Congo. C'est-à-dire le Congo ne disposant pas de moyens, avait autorisé donc la société ESSO à photographier ou à faire l'échographie du sous-sol marin, parce que du côté de l'Angola, il y avait eu de grandes découvertes, du bloc 15 par ESSO d'ailleurs, du bloc 17 par Total, etc. Voilà, donc eux, par translation, il fallait qu'ils trouvent du pétrole du côté congolais. Donc, ils ont donc mené cette campagne sismique prospective à leurs frais, donc en demandant à Schlumberger, qui est donc chargé des services pétroliers, de réaliser ces travaux pour eux, et à une seule condition, que le résultat qui devait être prioritaire pour prendre en fait les permis que devait découper le Congo par la suite de ces travaux-là. Et ce qui fut fait d'ailleurs. Mais malheureusement, ça fuitait du côté de Total. Et il y a eu la pression de Chirac sur l'Issouba pour que l'Issouba céda donc ce permis à Total au lieu de le céder à Chevron, à Esso. Ils sont plutôt. Esso, voilà. Donc, ce qui a fait que Total puisse découvrir par la suite mon nom. Il y a d'autres gisements, qui sont Cassiopi, qui vont arriver bientôt. Voilà. Okay. On entend aussi de plus en plus un peu l'odeur de la Russie, là. Hein? Ah oui, effectivement, il y a la société Lukoil qui est sur Marine 13 avec Eni. Ils y ont pris des parts. Et bon, dans les supputations que l'on apprend ça et là, il semble que, bon, Eni étant en procès en Italie sur la gestion du pétrole au Congo, ayant peur qu'on vienne saisir ses actifs, ben, ils vont fouiller du côté de l'Azerbaïdjan ou du Turkménistan ou quelque chose comme ça. Donc, et ils vont faire échange avec Lukoil. C'est-à-dire, les actifs de Lukoil là-bas vont être récupérés par Eni et Eni va récupérer tous les actifs de Lukoil au Congo. Donc, c'est ce qui se suppute. Hein. Donc, nous n'avons pas des preuves palpables à ce sujet. Ce qui sous-entend que et le personnel et les gisements et tout le reste reviendraient dorénavant à Lukoil, qui serait donc opérateur attitré. Et à ce titre, ils pourront construire leur oléoduc, hein, comme ils l'envisagent. Voilà. Monsieur Maboussou, vous savez, tous les Congolais se souviendront qu'avant on parlait de ELF au Congo-Brazzaville, et puis de ELF, on est passé après l'explosion d'une série d'émissions sur M6 à l'époque, on est passé de ELF à Total Fina ELF, donc trois entreprises ensemble, et l'odeur de ELF continue à poursuivre, et ils sont passés à Total Fina et finalement à Total. Bon, je crains fort que ce petit mécanisme est là pour fuir des responsabilités qu'on aura posées hier, pour rechercher une sorte de virginité.
hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et j'ai bien peur que ça soit la même chose avec Lukoil, la société russe, là. C'est-à-dire que Eni aussi a quand même de la responsabilité, non, par rapport au chaos dans l'industrie pétrolière au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'en cédant ses parts à Lukoil, c'est pas aussi enterrer quelques problèmes? Je peux me tromper, hein? Ben, en substance, parce que si je ne peux pas comprendre qu'au niveau de l'Angola, Eni se marie avec BP pour former un géant. C'est-à-dire ils seront numéro un de production de pétrole au niveau de l'Angola. Et juste à côté, alors que le Congo peut lui servir de backup, voyez-vous, à tout point de vue, hein, à tout point de vue dans le domaine de l'activité pétrolière. S'il y a un cas de force majeure en Angola, ben, on se replie au Congo et vice-versa, voyez-vous. Mais je ne peux pas comprendre ben, qu'il quitte le Congo pour se retrouver loin, au Turkménistan, alors que Lukoil a ses propres carottes à gérer. Maintenant, pour ce qui est de Total, qui va passer à Total Énergie ou qui est passé à Total Énergie, c'est en fait pour intégrer les énergies renouvelables et Ah, puis ok. envisager le futur avec. Mais je peux vous garantir que pour ce qui est du Congo et des énergies fossiles, il y a encore des grands gisements à découvrir au Congo. Nous avons du pétrole et nous en avons à foison. Il suffit de mettre les thèmes appropriés de recherche, nous finirons par les découvrir, ces gisements-là. Et en ce moment-là, chaque Congolais aura réellement sa part. Monsieur Maboussou, vous êtes passé à droit de savoir de chez Monsieur Christian Perrin, où on vous a entendu parler évidemment de ce pétrole congolais. Bon, alors, ma question ici pour la gouverne de nos internautes qui ne connaissent pas toujours comment ça se passe, on a beaucoup parlé des contrats de partage de production. On a beaucoup entendu ça, surtout au début des années 90. Au temps de Pascal Lissouba, je pense que c'est avec Pascal Lissouba, évidemment, qu'on a mis en place un peu ces procédures-là. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer davantage? Et ce que sont devenus ces contrats de partage de production aujourd'hui? Voilà. Lorsque le président Lissouba arrive aux affaires, il constate que les contrats de concession étaient d'actualité. Que C'est quoi les stipule, contrats de concession? voilà, les contrats de concession stipulent que euh, la société pétrolière qui vient explorer, donc faire la recherche et exploiter, c'est-à-dire exploiter les gisements qu'il aura trouvés, paye au titre de l'impôt société après analyse de son bilan d'exercice budgétaire, donc l'impôt société à l'État qui donc autorise à cette société d'exercer dans son pays. Et 15% de la production donc du gisement qui a été découvert irait donc à la société nationale de l'époque qui était la société Hydro-Congo. Donc le Congo avait donc 15% de la part de production et devait donc vérifier la comptabilité des sociétés pétrolières pour en tirer la substance au titre de l'impôt société. Mais malheureusement, ces gens-là, ces sociétés-là ont des experts inimaginables qui font de l'optimisation fiscale. Le Congo n'a jamais trouvé de compte. De toute façon, il n'avait pas aussi d'experts dans le pétrole pour aller fouiner dans les profondeurs des entrailles de cette comptabilité pour comprendre où étaient en fait cachés les vices. Malheureusement, ben, l'État n'y trouvait donc pas son compte. Quand il arrive, à contrario, la France facilitait l'accès du Congo au crédit auprès des institutions du Bretton Woods. Voyez-vous? Donc, d'un côté, et la France et Total, et elle profitait donc de la ressource, okay, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé les contrats de. Après la colonisation, il y a eu des accords de défense. Voilà. De défense. Vous nous garantissez les matières premières et on vous garantit le pouvoir. Voilà. Donc, ah bon? Ben ah oui. bon, c'était signé comme ça, c'est ça les accords de défense, hein, oui. C'est ça Mais les accords de défense. c'est pas la défense du pays en tant que tel, c'est la défense d'un pouvoir. Non, oui, c'est ça, la défense d'un individu, d'un homme qui est affublé de ses amis pour gérer une entreprise, un État, en fait. Vous constaterez que dans tous ces États où il y avait des étrangers qui étaient présents dans la République, où c'était des minorités.
ou des minoritaires. Voilà. Ça n'a jamais été ceux qui peuvent gagner les élections par des voies autorisées ou par Est-ce des que, voies monsieur, démocratiques. Ça a oui, toujours monsieur été comme ça. Baboussou, je veux vous comprendre là. Est-ce que vous êtes en train de dire au fond qu'un pays comme la France, à travers, n'est-ce pas, sa compagnie pétrolière Total Énergie, aujourd'hui, tout l'intérêt de la France au Congo, c'est donc les transactions entre elle et puis un régime, c'est-à-dire pas le Congo. C'est-à-dire que si je demande aujourd'hui à M. Macron où se trouve Dolisie, il sera incapable de me le dire. Vous voyez un peu, je tire un peu sur les ficelles là. Tout à fait. Mais si je lui dis de me dire où se trouve Brazzaville et Pointe-Noire, il peut le situer. Même C'est façon de Geno, dire il qu'on peut s'intéresse situer, à un régime, les Congolais, c'est pas leur affaire, quoi. il peut situer Ngeno, où se trouve le terminal de Ngeno, il peut te donner les coordonnées géographiques parce qu'ils y ont leurs intérêts. Mais je dirais quand même que la situation a plus ou moins un peu changé après la mise en place des contrats de partage de production. Parce que chacun récupère sa part, ok, de Changer dans production. quel sens? Positif, négatif? Non, positif. OK. Ça aurait dû être dans un sens positif si seulement nos gouvernants avaient utilisé à bon escient ce qu'ils se sont partagés en famille et entre amis. Voyez-vous? Parce que la ressource étant disponible, les gens auraient pu ou auraient dû permettre à l'État d'éclore. Parce que ce ne sont pas les revenus les ressources qui ont manqué au Congo. Le baril étant à 100 $, la production étant en hausse, voyez-vous, et en plus de cela, vous aviez les contrats de partage de production, mais on s'est appauvri, on s'est appauvri. À contrario, il y a des gens qui se sont enrichis et qui ont planqué l'argent à l'extérieur. Voyez-vous? Donc, Mais, pour revenir à la situation des sociétés pétrolières étrangères, je dirais que n'y sont pour rien aujourd'hui. Elles font leur travail, elles tirent la substance de leur travail. Je vous donner un exemple. En 2018, Total a pu engranger 5 000 milliards de dollars. Voyez-vous? Eni en a engrangé 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est officiel. On ne peut pas me dire que le Congo n'a rien eu. Voyez-vous? Donc, le Congo a eu, je ne sais pas combien, mais où est passé cet argent? Voilà toute la question. Qu'on nous dise. Hein? Où est passé cet argent? C'est vrai que, parlant des Alliés, les Alliés, bon, ils ont gagné la guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de jugement de jugement des Alliés parce qu'ils se sont affublés des droits de veto au niveau des Nations Unies et autres. Ça, c'est des sujets tabous. Mais parlons du Congo. Les Alliés du Congo qui ont aidé le tyran national à accéder au pouvoir, aujourd'hui, les choses ont changé chez eux. On voit le cas de l'Angola. L'Angola est en train de rapatrier tous les fonds détenus par les fossoyeurs des deniers publics. Voyez-vous? Mais vous voyez le fameux héritier qui est derrière le président angolais, mais qui en rit au fond de lui parce qu'il aimerait les voir de l'autre côté pour qu'on les juge, ces gens-là, parce qu'ils ne méritent pas d'être là où ils sont. Voyez-vous? Ils ont détruit le pays, ils ont planqué l'argent et aujourd'hui le Congo est bloqué. Voyez-vous? mais Il faut. vous avez pris l'exemple de l'Angola avec évidemment ce compromis. Je pense que c'est un compromis que le régime actuel a trouvé avec les anciens dignitaires qui ont dilapidé l'argent et qui l'ont planqué à l'étranger et qui essaie. Est-ce qu'il le fait avec quelques succès, M. Maboussou, Ah, l'Angola? très bien, très bien. 5 milliards de dollars sont dans les caisses de l'État. Nous avons la même somme que détient une liste des Congolais qui a été citée, notamment Denis Christel Sassou Nguesso, comment on appelle, Bouya, Itoa Bruno, Ebata, Adada Ebata, aussi, hein, Dada, et et je ne sais Bata. pas qui d'autre encore. Voyez-vous? Et Odongo et autres. Si cet argent peut rentrer au Congo, je vous assure que avec le projet de société que le CRC se propose de mettre sur pied, et aussi en négociant une sorte de paix des braves, parce que le Congolais n'est pas violent, le Congolais n'aime pas la violence, voyez-vous. On peut se surpasser et comprendre ses frères qui ont fauté pour les ramener à l'ordre et repartir sur de nouvelles bases. Mais
Oui, Monsieur Maboussou, je rebondis là-dessus, en fait. Hein. Le Congolais n'est pas violent, ça c'est bien vrai. La paix des braves, il faut la susciter, cette paix des braves-là. Mais je suis tenté de vous poser cette question, Monsieur Maboussou. Bon, on le croit à tort ou à raison que c'est la France qui maintient le régime de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par tous les moyens. Est-ce que cela est vrai? Parce que finalement, si on avait introduit une sorte d'orthodoxie financière dans le pays, la quote-part qui revient au pays suffirait pour développer ce pays. C'est-à-dire que les Français n'auront pas à s'inquiéter de ce que va devenir leur contrat au Congo-Brazzaville. Naturellement, vous avez pleinement raison sur toute la ligne. Mais aujourd'hui, voyons, attendons voir, parce qu'aujourd'hui, il se suppute que Lukoil et les nouveaux amis vont arriver, certainement qu'ils vont titiller. Ils vont titiller, comment on appelle, celui qui a des liens séculaires avec le Congo. Donc, peut-être que ça peut entraîner d'autres réflexions à très haut niveau, permettant effectivement à la majorité des Congolais d'y trouver leur compte. Parce que nous n'avons pas besoin de déranger la France. Okay? La France a tout son compte au Congo. Nous sommes unis par des liens séculaires, comme je venais de le dire. Nous allons leur garantir tout ce dont ils ont besoin, pourvu que nous allions vers des partenariats gagnant-gagnant. Okay? Nous avons besoin de transformer nos matières premières sur place. Nous avons déjà les contrats de partage de production. C'est largement suffisant pour permettre aux Congolais de se développer. Parce que ceux qui ont dilapidé les fonds, qui les avaient utilisés pour le bien-être des Congolais, M. Sassou Nguesso, je l'appellerai président, il serait là ad vitam aeternam. Les problèmes sont trop gros maintenant, là. Il faut pousser la France à changer de fusil d'épaule, peut-être aussi. Parce que par le passé, on voit quand même qu'il y a des choses qui ont été assez flagrantes. L'activisme du ministre français des Affaires étrangères au Congo-Brazzaville est assez flagrant là, dans le soutien à Denis Sassou Nguesso. Il y a un renversement de tendance aujourd'hui parce que il y a une pression qui s'exerce sur la France, de la diaspora, voyez-vous, des diasporas, je dirais, des diasporas africaines et autres, parce que tous les pays francophones d'Afrique, okay, ils font pression sur Macron et au-delà pour que la donne change. Donc, il y a un écho qui va un peu dans ce sens, même si la France ne peut pas lâcher du lest, parce qu'il a tout intérêt à vouloir que le franc CFA soit toujours là et autres. Mais au-delà du franc CFA, au-delà des scénarios qui existent, le Congo peut toujours trouver ses comptes. Voilà pourquoi je lance un appel à la France, okay, d'accepter de travailler avec les majorités silencieuses africaines. Okay? Parce que dans ces majorités silencieuses, il y a un gisement d'intelligence, okay, et de savoir-être qui permettront à l'Afrique d'éclore. La France y a tout à gagner que de voir cette misère qui est étalée sur la place mondiale. C'est vraiment et la France, elle risque aussi de se faire éclabousser quand même par les conneries qui se font du côté de Brazzaville aussi. À un certain moment, il faut s'en départir aussi, non? Absolument. Voyez-vous que les biens mal acquis des dignitaires du Gabon, du Congo, de la Guinée équatoriale sont entre les mains de la France aujourd'hui. Ils ont créé un compte à la caisse de dépôt et de consignation où ils y ont logé une partie des biens qui étaient dans les banques, de l'argent qui se trouvait dans les comptes, et aussi des biens immobiliers qu'ils ont revendus et reversés. Bon, maintenant, ils sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent restituer ces fonds. Au départ, ils parlaient de l'aide au développement, mais c'est l'argent des Congolais, des Équato-Guinéens et des Gabonais. On ne peut pas parler de l'aide au développement. Ces notions d'aide au développement, il faut que ça cesse. On n'en a pas besoin. Nous avons nos ressources. C'est nous qui pouvons aider la France, okay, à se maintenir. Ce n'est pas à la France de nous aider. On n'a pas besoin de son aide. Hein, parce que si on nous laisse tranquilles, en paix, le Congo va se développer.
Et les Congolais savent, les Africains savent se retrouver au Mbongi pour régler leurs palabres. Voyez-vous, pas avec le crépitement des armes ou le cliquetis Voilà quoi. Bon, passons à cette autre question, M. Baboussou, si vous me le permettez. Ben, le Congo, au Brazzaville, c'est à un moment ou à un autre, ou à plusieurs fois, s'est retrouvé dans une posture où où il a été débiteur de plusieurs sociétés pétrolières qui opèrent, n'est-ce pas, sur ces champs pétroliers. Alors, c'est quand même aussi quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, jusqu'à se retrouver même dans une situation de surendettement ou d'un endettement insoutenable. C'est pas moi qui le dis, il y a les institutions internationales, y compris le Fonds monétaire international, qui l'ont dit clairement que le Congo était dans une situation d'endettement insupportable. L'endettement, la dette extérieure, y compris la dette intérieure. Alors, comment un pays aussi pétrolier, là nous n'avons parlé que du pétrole, il y a le bois aussi qui continue à exploiter, même si vous avez dit que voilà, ça a disparu depuis les années 80, mais ça continue à être exploité. Et puis aussi, je vais terminer cet élément encore, peut-être vous allez ramasser ça dans votre réponse. Le Congo a été un pays socialiste, c'est-à-dire que tout le monde devenait fonctionnaire. On n'avait pas développé l'initiative privée. Ou bien quand on a pensé à développer l'initiative privée, c'est tout récemment avec l'avènement de la démocratie. Voyez? Alors, comment se fait-il que, avec près de 70 000 fonctionnaires seulement, c'est-à-dire les gens dont l'État doit s'occuper, on arrive à plus de 30 mois de salaire impayé chez les travailleurs et davantage chez les retraités et les étudiants qui n'ont pas leur bourse. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans une telle situation avec 70 000 fonctionnaires seulement? En fait, il y a deux points que je vois sur les différentes questions que vous venez de me poser ou que tu venais de me poser. Le premier point, c'est la première dette qui avait été apurée par l'ISOUBA. Par l'ISOUBA? Oui, tout à fait. Cette dette était générée par le fait qu'il y avait les contrats de concession. Les 15% qui revenaient donc à Hydro-Congo ne suffisaient pas au Congo à prendre en main ses charges. Donc, il était impossible d'avoir un budget équilibré. Voilà. Maintenant, quand l'ISOUBA arrive avec les contrats de partage de production, avec la TVA qu'il avait instaurée, avec la réduction du train de vie de l'État, il a apuré les 3 000 milliards de CFA que nous devions. Voilà. Maintenant, en 97, rebelote. Rebelote parce qu'on a fait la guerre, on a imposé une guerre au Congo, et quand il y a eu embellie, et on a augmenté de facto les fonctionnaires, le budget de la fonction publique, voilà, de 12 milliards environ de masse salariale, d'assiette salariale des fonctionnaires, on est passé à 47. Aujourd'hui, on parle même de 80, parce que j'écoutais M. Mirassa, qui effectivement, qui a parlé du directeur de la CREF, qui lui parlait de 60 milliards, alors que le Premier ministre, Mwamba, sortant, il lui parlait d'une assiette de 80 milliards. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas la maîtrise déjà de ce qu'ils gèrent. Donc, du fait des municipalisations accélérées, le Congo s'est surendetté. Municipalisation accélérée qui n'ont servi à rien du tout. À rien. On a construit des stades de football, on a construit des palais du président il doit y passer la nuit une fois tous les 5 ans. On a construit des aéroports voilà, où il n'y a pas d'avion. On a construit quoi encore? Des espèces de routes. Hein. Quand l'ISOUBA était aux affaires, il parlait des autoroutes qui devaient être construites. Non, nous, on nous présente des routes. Voilà. Et on dit que oui, le Congo, on peut partir du nord au sud, et tout, de l'est à l'ouest. Il y a des routes partout. On ne les voit pas. Vous voyez la corniche, le bluff de la corniche, voilà. Des ouvrages qui sont réalisés sans respecter le cahier des charges. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la corruption a atteint des niveaux tels que, et les antivaleurs d'ailleurs, et tels que, aujourd'hui, l'argent se trouve planqué et le Congo est malade. Voilà. Donc, le non-paiement des salaires des fonctionnaires, des bourses des étudiants, des pensions de retraite, c'est lié à tout ce désordre parce que avait-on besoin de créer la CREF
pour gérer les pensions des retraites, alors qu'il y avait un département à l'autre là, au ministère des Finances, donc, qui gère la solde des fonctionnaires, qui était chargé donc de gérer la retraite la retraite. Parce que ceux qui sont actifs aujourd'hui, ce sont ceux-là qui participent donc à l'assiette du paiement comment on appelle, des pensions de retraite. Donc, vous prenez la part patronale et la part salariale, qui constituent donc les plus ou moins 11 milliards, OK? Et vous les virez au même moment que vous virez les salaires des fonctionnaires. A-t-on besoin d'avoir toute une administration pour gérer cela? Quel est ce Congo-là où, dès qu'il a un peu d'argent, on crée des subterfuges de prestige, hein, juste pour faire plaisir au prince? Voyez-vous? On a recruté en masse, on a même profité de dilapider, parce qu'on vous dit, oui, le budget du Congo est de 4 000 milliards, mais ce n'était pas 4 000 milliards qui étaient utilisés pour les ressources ou pour l'investissement ou pour je ne sais pas quoi, le fonctionnement. Il y a de l'argent qui a été planqué. Et quand on voyage, on sort avec des valises d'argent. Eker n'existe plus aujourd'hui. Eker a transporté plein d'argent en Suisse parce que ils avaient signé le partenariat avec un Suisse, OK, qui devait donc recevoir systématiquement à chaque vol d'Eker qui arrivait en France, à Paris, des malles d'argent. Ils traversaient donc la France par train et puis, ou par route pour aller planquer cet argent dans les banques suisses, okay, à l'UBS ou au Crédit Suisse aujourd'hui. Et de là, c'est parti à Singapour, c'est parti aux îles Caïmans et partout. Voyez-vous? Oui, monsieur Maboussou, vous avez parlé un peu de ces mouvements d'argent-là. J'ai comme l'impression que l'argent se déplace avec beaucoup de facilité jusqu'à traverser les frontières. Est-ce qu'il n'y a pas d'entité de contrôle un peu de cet argent qui se déplace un peu facilement? Qui gère la République? Ils sont jugés partis, hein, de toute façon, la DGCCRF, qui a pour mission de contrôler les flux entrant et sortant des fonds, ne jouons pas son rôle. Et à l'international, alors? Les gens ont l'argent en main. Alors, là, ils ont des bas de laine, voyez-vous, ils ont des bas de laine dans leur maison. OK? La preuve, vous aurez pour preuve tout ce que nous apprenons ça et là, que voilà, un tel, on lui a volé tant d'argent à son domicile et autres. Vous voyez? Donc, ces gens-là ne pouvons pas placer cet argent dans les banques parce qu'il y a aussi la sécurité d'État qui veille. Ah, où est-ce que vous avez eu cet argent et autres? Voyez-vous? Donc, ils les planquent chez eux. Voilà. Et à chaque occasion où ils se déplacent, où ils ont la possibilité de se retrouver à l'extérieur, ben, ils amènent cet argent. Ce qui fait que cet argent a été planqué. Voilà. Ah, donc, la sécurité d'État est assez vertueuse quand même, hein? Parce que vous parlez de la sécurité d'État. Est-ce que la sécurité d'État n'est pas affiliée aux gens qui sont au pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas des combinatoires à ce niveau-là? Ils sont affiliés à certaines personnes, pas tous les gens qui sont au pouvoir. Parce que si vous avez des comptes, vous aujourd'hui ouvrez un compte au Congo, mettez 1 milliard dedans, le surlendemain, vous serez filé. Oui, vous serez filé. Même les dignitaires qui ne sont vraiment, qui ne sont pas le week-end au village, okay, et qui ne parlent pas patois avec eux, ils ne mettent pas l'argent en banque. Hein. À l'extérieur, oui, mais pas au Congo. Parce qu'ils se savent filer. Le jour où ils ouvrent leur gueule, ben, on leur brandit tout ce qu'ils ont. Je suis un peu tenté de vous poser la question, de quelle manière un peu les Congolais bénéficient finalement de leur richesse? Les Congolais sont là spectateurs, comme je disais, Ngembo, de tout ce qui se passe. Okay? Malheureusement, ils n'ont accès à rien. Il manque rien l'eau, du tout, rien du tout. Il manque l'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas d'électricité. C'est le même tralala, il y a pas, ils se soignent pas, ils mangent pas à satiété et autres. Donc, ils assistent les autres. Je ne sais pas s'ils sont heureux d'être dans ce Congo-là. Hein? Parce que les Congolais ne profitent pas des richesses du pays. On a détruit l'école, on a détruit la santé, on a tout détruit. Et puis voilà, et les gens sont là. Il y en a qui meurent parce qu'il leur manque 1000 francs pour aller acheter le médicament. Qu'est-ce qu'ils achètent? Les médicaments de rue et autres, qui précipitent aussi leur mort. Vous voyez? Donc, il faut refaire, il faut une paix des bras, comme on dit, une paix des bras pour refaire le Congo et permettre aux générations d'après de prendre le relais, d'avoir un Congo assaini où il fait bon vivre.
Bon, alors, avant de passer un peu à ce que vous recommandez au niveau du CRC, Monsieur Maboussou, le pétrole, on l'exploite au Congo-Brazzaville depuis les années 50 quand même aussi. Hein. Les années 60, les Guillaumas, on connaît un peu avec les Guillaumas et tout ce monde qui s'est succédé. Et puis, on se retrouve quand même face à un paradoxe qui devient très insoutenable. Un pays riche, très riche, et un pays pauvre et très, très pauvre. Y a-t-il un espoir, monsieur Maboussou? Ah oui, tout à fait, il y a un espoir. Il suffit de se surpasser, de reconnaître ses erreurs et de se mettre ensemble, okay, comme un seul homme, pour rebâtir le Congo. Parce que rien n'est perdu. Il y a des errements qui se font au niveau de l'administration congolaise. Okay? Je vous parlerai, je vous citerai l'exemple de la SNPC. Okay? Le rôle que joue la SNPC aujourd'hui ne devrait pas être celui-là. Voyez-vous? Que devrait-on faire au niveau de la SNPC ou même des mines? Si vous prenez l'exemple des mines, le Congo n'a que 10%. On ne va pas ressusciter Pascal Lissouba pour venir négocier des contrats de partage de production avec les sociétés minières, sachant que l'État n'en tire que 10%. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend peut-être, hein, je dis bien peut-être, que les dignitaires sont cachés dans les parts de ces sociétés-là, puisqu'on ne donne à l'État que 10%. Vous voyez? Ils ne sont pas bêtes, hein, mais ils sont intelligents pour eux-mêmes, pour leur ventre et leur bas-ventre. Pas celui du peuple congolais. Et c'est mauvais, ça. Alors, on a compris que le CRC travaille beaucoup. Dans son organisation, il y a beaucoup de commissions qui travaillent. Et vous avez dit également que le CRC travaille avec le CEP, Collège Études et Perspectives, qui est une émanation du CRC. Alors, qu'est-ce que vous pensez apporter de nouveau? Ou bien comment vous envisagez ce Congo nouveau autour, n'est-ce pas, de ce potentiel-là? Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos internautes là-dessus? Pour qu'ils vous fassent confiance ou qu'ils reviennent le dimanche prochain pour vous écouter dans la suite de cette émission. Voilà, le CRC préconise une transition. Voyez-vous, une transition qu'on peut appeler conférence économique, tout ce que l'on veut, mais ce ne sera pas la conférence nationale comme avant, mais ce sera un cadre légal de surpassement de soi où toutes les filles et tous les fils du Congo se retrouveront pour revoir 60 ans de désordre. Pourquoi nous avons tant reculé alors que nous étions un modèle? Okay? Revoyons cela, rebâtissons un nouveau Congo pour que les enfants puissent prendre le relais et ainsi de suite. Voilà simplement ce que le CRC veut. Maintenant, à cela, il faut négocier avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Congo. Les dettes sont immenses, ok? Mais il faut qu'on passe en revue toutes ces dettes, ok? Tout le désordre qui a été perpétré, il faut qu'il y ait des audits qui soient effectués pour que l'on comprenne et qu'on apporte des mesures correctives à cela. Voyez-vous? Mais, et en plus, oui. Oui, oui, mais je voudrais que tout le monde comprenne un peu la démarche qui est la vôtre au CRC, puisque vous l'avez dit, vous l'avez proclamé à qui voulait vous l'entendre. Le CRC préconise un soulèvement populaire. Est-ce que le soulèvement populaire est compatible avec ce que vous préconisez là, c'est-à-dire rassembler tout le monde autour d'un forum et ainsi de suite? C'est vrai que j'ai parlé des alliés tout à l'heure. Il faut bien que on ne peut parler de réconciliation sans justice. Okay? On ne peut pas parler de réparation sans jugement. Okay? Voilà pourquoi nous ne voulons pas utiliser les armes pour démettre nos frères qui ont failli. Mais il faut négocier ce qu'on appelle une paix des braves. Mais ce n'est pas pour que le PCT puisse imposer une ligne directrice à suivre. Ils sont arrivés au summum de leur réflexion et autres. Il n'y a plus de cohérence. Ils ont voulu du pouvoir. Ils ont eu le pouvoir pour le pouvoir jusqu'à l'incohérence que nous constatons aujourd'hui. À tout point de vue, il y a des goulots d'étranglement partout. Donc,
le PCT n'a plus rien à vendre aux Congolais. Sinon que vouloir rester aux affaires pour se protéger et puis protéger leurs intérêts. Maintenant, si le peuple pense qu'il y a insistance au niveau de ses dirigeants à ne pas vouloir céder le pouvoir, à lui de prendre ses responsabilités parce que c'est au peuple que revient toute la légitimité. Hein. Mais ce n'est pas le CRC qui prendra les armes pour aller détrôner je ne sais pas qui. C'est le peuple qui doit se mettre au devant pour prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités. Voilà. On a comme l'impression que les gens au pouvoir ont pris la résolution peut-être camouflée de faire souffrir les Congolais. Parce qu'ils voient très bien que leurs congénères souffrent et qu'ils ont beaucoup d'argent planqué à l'étranger. Vous savez, au CRC, nous prenons un postulat qu'on appelle le TAS. Okay? Oui. T étant le tribalisme, A comme étant l'argent, C comme étant la corruption et E comme étant l'ego surdimensionné. Donc, ce sont là des vertus que nous voulons incarner. Donc, au CRC, vous ne trouverez pas des gens corrompus du PCT. Vous ne les trouverez pas. Okay? Vous ne trouverez pas des gens qui sont sujets à la corruption ou à aimer l'argent comme... Bon, c'est vrai, il y en a qui vont vous dire, vous n'êtes pas encore aux affaires quand vous le serez, mais nous prévoirons les garde-fous permettant à quiconque qui se trouverait enfreint à la loi, d'être frappé. Voilà. Je vous donne à l'image de la création d'un secrétariat permanent du gouvernement qui aura pour charge de nommer les cadres de haut niveau, de la haute hiérarchie administrative. Donc, ce ne sera ni un ministre, ni le président de la République, ni encore moins le Premier ministre qui le ferait. Mais ce serait le secrétariat permanent du gouvernement avec un cabinet de recrutement qui, eux, ils analyseront les curriculum vitae des uns et des autres et ils mettront à la disposition de chaque chef, chaque ministre, comment on appelle, le personnel approprié pouvant l'accompagner dans sa tâche, qui ne serait pas en respectant l'équilibre ethnique, qui est une richesse pour le Congo. Parce que nous avons plusieurs ethnies, mais essayons de valoriser nos ethnies. Pourquoi seulement une seule ethnie? Hein? Où on a suivi quelqu'un, un général, dire que de l'avenir des Mbouchi, l'avenir des Mbouchi, l'avenir des Mbouchi. C'est grave, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il entendait par là, l'avenir des Mbouchi? Ils ont détruit le Congo. Si le Congo renaît, que ferait-on de ces gens-là qui ont détruit le Congo? Mais ils n'auront qu'à remettre l'argent comme on en nous les rassurons en leur disant que le Congo a besoin de l'argent que vous avez planqué pour se développer. Ramenez l'argent, vous aurez toute votre place. Nous allons démilitariser tout le monde. Et puis voilà. Le Congo n'a même pas besoin d'une armée. On a été en guerre contre qui? Contre quel pays depuis que le Congo existe? Un empereur qui s'affuble, bon, il a honte de ne pas être déjà maréchal et puis empereur, parce que il a fait la guerre contre son peuple en se faisant aider par les voisins. Ok, monsieur Mabousson, on va vers la fin de notre émission. Si je vous demandais un peu une série de recommandations par rapport à trois grands acteurs. Certainement les acteurs au pouvoir, la population congolaise et aussi la diaspora, parce que la diaspora, c'est depuis aussi constitué quand même, ce n'est plus seulement la diaspora, mais une force politique. On voit très bien comment est-ce qu'avec les médias sociaux, est-ce que la diaspora influence l'ensemble du jeu politique en Afrique, au Congo et en Afrique d'une manière générale. Au Congo, nous avons 13 départements. 13 départements, oui. Oui. Les 12 départements du Congo, plus le 13e, qu'est la diaspora. OK. Que je peux considérer comme étant un département et pas des moindres. Pas des moindres. Parce que dans ce Congo que nous voulons développer, la diaspora a tout son rôle à jouer parce que toutes les intelligences qui s'y trouvent doivent participer, contribuer, participer. Ils n'ont pas besoin de... Tout le monde veut rentrer au Congo. Mais sauf que dans ce Congo-là, personne ne se retrouve. Et quand vous passez avec une belle voiture, on veut savoir, mais qui est-il? Qui est-il? Il faut que ce soit seulement les dignitaires. Non, il faut qu'on crée des richesses. Okay? Qu'on ne montre plus la maison d'un tel, ça c'est la maison du fils de... Non. Tous les Congolais peuvent être riches. Voilà pourquoi les solutions que préconise le CRC
dans le cadre de l'agriculture, du commerce, de la santé, sont à poison. Les Congolais s'y retrouveront. Et ce ne sont pas les Ebembadoula que nous mangeons. Ce seront les poulets batékés, okay, produits par les Congolais. Et les safoul, les misafoul d'ailleurs. Ouais. Pensez-vous que les gens au pouvoir, vraiment, puissent vous comprendre quand vous dites cela? Ceux qui sont au pouvoir, ils ne rigolent pas sur votre tranche quand ils vous entendent dire ça? Mais attendons voir. De toutes les façons, ils sont à leur énième plan de développement. Ça va accoucher d'une souris. Et à la fin, ils diront quoi? Que c'est la COVID qui a fait qu'ils ne puissent pas exécuter, ou que c'est le prix du baril qui a fait qu'ils ne puissent pas exécuter et autres. Oui, c'est parce que le Congo est bloqué aujourd'hui. Il n'arrive pas à signer avec le Fonds monétaire international. Si on se met ensemble avec nos frères, on va apurer toutes ces dettes-là. Voyez-vous? On va appeler au Djedj pour qu'il nous dise qu'est-ce que le Congo lui doit. Qu'est-ce qu'il a réalisé au Congo pour que le Congo lui doit tant d'argent. On va régler tous les contentieux que le pouvoir a avec les Sundance, une société australienne et autres. Les Exaro. Exaro arrivent au Congo en 2015. Ils sont arrivés au Congo quelques années auparavant. Ils ont fait l'exploration de Mayoko. Ils ont découvert un grand gisement, le deuxième ou le troisième au monde. Voyez-vous? Et au moment de l'exploitation de ce gisement, ils attendent que le contrat soit signé. Or, entre-temps, ils ont entreposé plus de 8000 conteneurs, okay, de locomotives en pièces détachées, de rails et tout le matériau nécessaire pour construire le chemin de fer partant de Mayoko jusqu'au port en eau profonde qui devait se construire au large de Pointe-Noire. Qu'a-t-on constaté? Les dignitaires ont exigé qu'ils reçoivent leur commission parce que en 2015, ils étaient en ballottage, Mokoko pouvait passer, pouvait ne pas passer et autres. Ils ont bloqué le projet à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que Exaro a fait, DMC Exaro a fait? Ils ont plié bagage. Qui a récupéré l'ouvrage? C'est Obambi Paul, qui n'a aucune auréole en international. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a fait banqueroute. Il a fait banqueroute. Oui. À la recherche des partenaires. Donc, vous, si vous voulez signer avec un tel partenariat, avec un tel, ça ne marche pas. Vous vous retrouvez avec un autre. Mais le Congo va se retrouver avec plein de procès sur la place internationale. Et ils vont céder ça à quelle génération? Les choses sont assez claires, très claires même. Nos internautes ont eu le loisir de bien comprendre que le Congo est un pays très, très, très riche et que le fait qu'il soit parmi les pays pauvres, il y a une responsabilité qui est liée à la gouvernance. Et que malgré le tragique auquel on a fait aboutir le pays par rapport, n'est-ce pas, à cette gestion chaotique, il y a encore la possibilité de reprendre le pays en main. Et on vous avait dit également qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, notamment le CRC et certainement d'autres organisations aussi. Et pour la semaine prochaine, nous serons encore avec vous, Monsieur Maboussou, parce que dans la programmation que nous avons faite, il y a une suite, mais une suite qui va s'articuler autour, n'est-ce pas, de cette perspective-là, cette perspective. Donc, une fois de plus, merci d'avoir été notre invité, d'avoir accepté notre invitation, et surtout, merci à toutes les personnes qui nous ont gentiment reçus chez eux pour écouter Perspective, le Congo, la Renaissance. Merci encore et à la semaine prochaine.